Le fait que pendant si longtemps, pendant plus d'un siècle et demi, le monde politique ait été conçu exclusivement par et pour des hommes a encore des conséquences aujourd'hui. C'est beaucoup plus compliqué de faire de la politique quand on est une femme, c'est plus compliqué d'être élu puisque ce sont encore les hommes qui organisent l'accès aux postes de pouvoir, et puis c'est plus compliqué de rester dans la durée, et c'est un milieu où les violences sexuelles et sexistes sont nombreuses et fréquentes, plus souvent impunies. Cela peut conduire à des stratégies d'évitement de la part des femmes qui vont finir par tellement éviter les hommes violents qu'elles vont finir par éviter de faire de la politique et donc changer de voie, changer de carrière. À partir de ces constats, au mois de novembre dernier, on a lancé le mouvement MeToo politique pour faire prendre conscience du caractère systémique des violences sexistes et sexuelles en politique et pour interpeller les partis politiques en leur demandant de prendre leurs responsabilités et de cesser de promouvoir, d'embaucher ou d'investir des personnes mises en cause pour violences sexistes et sexuelles. On a également demandé aux maires d'arrêter de parrainer des personnes mises en cause pour violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, on a 3 candidats à la présidentielle qui ont été mis en cause ou mis en examen pour des violences sexuelles. Et la possibilité de leur candidature, elle ne dépend que des maires qui leur donneront leur parrainage. Moi, j'ai commencé la politique à 23 ans. Ça fait maintenant 13 ans que je suis collaboratrice d'élus. Et j'ai été victime en tant que collaboratrice de faits parfois de harcèlement sexuel, parfois d'agression sexuelle et de façon générale de baigner dans un climat assez sexiste avec des propos lourds, pesants, avec des petites remarques sur le physique, sur les vêtements, etc. à répétition. Soit de supérieurs hiérarchiques, ce qui pose un vrai problème de précarité parce qu'en fait parler c'est s'exposer à un licenciement et donc à de la précarité économique, mais parfois c'est aussi le fait de collègues masculins qui un petit peu galvanisés par l'ambiance sexiste qui vont s'en donner à cœur joie et vraiment y aller de façon très lourde, quoi. Et ce climat-là, il a des conséquences qui sont doubles, à la fois sur les collaboratrices mais également les fonctionnaires, les femmes fonctionnaires qui y travaillent et les élus femmes qui y travaillent, puisque il peut y avoir un phénomène d'écœurement ou à minima de lassitude de devoir se coltiner ça au quotidien. Ça veut dire qu'on passe un temps inouï à réfléchir à comment contrer ces propos sexistes ou ces agissements sexistes. Et puis il y a aussi une conséquence qui concerne l'ensemble de la société. Les politiques publiques, si elles sont le fruit de décisions de personnes extrêmement sexistes, on peut s'attendre à ce que ça n'aille pas dans le sens de davantage d'investissement pour les droits des femmes, de protection des femmes dans la sphère économique, dans la sphère politique, etc. Si je prends un exemple concret, au Parlement, ils sont responsables de voter le budget de la France. Si le budget des droits des femmes aujourd'hui est aussi faible, c'est peut-être parce qu'au Parlement, il y a trop peu d'élus vraiment concernés par ces questions. Dans un parti politique, il y a par exemple une commission électorale qui va décider de qui va se présenter à quel poste, sur quel territoire. Pendant très longtemps, les commissions électorales ont été verrouillées par les hommes. Et donc ce sont eux qui vont décider si on va mettre par exemple dans une circonscription très gagnable un homme et dans une circonscription moins gagnable une femme. La représentation des hommes et des femmes au sein de l'Assemblée nationale, elle procède de ces décisions faites par les partis politiques de davantage privilégier les candidats masculins. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un écart énorme entre un vrai féminisme de la troisième vague qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui se retrouve dans les manifs, qui se retrouve dans des comptes Instagram et en même temps qui n'est pas vraiment incarné dans la plupart des partis politiques par une offre qui répond à ces questions-là. Et donc on peut se demander s'il n'y a pas une part des abstentionnistes qui sont ces personnes convaincues par le féminisme et les enjeux de droits des femmes qui ne se retrouvent pas dans l'offre politique actuelle. Je suis convaincue que les partis et les institutions ont un rôle essentiel à jouer dans le renouvellement des pratiques et des personnalités qui incarnent la classe politique. Et donc il y a aussi au niveau des citoyens un rôle à jouer par le vote en fait. On peut décider d'arrêter de réélire des personnes mises en cause pour violences sexistes et sexuelles qui, dans leur pratique du pouvoir, bafouent les droits des femmes, que ce soit au niveau des femmes de leur entourage ou au niveau de toutes les femmes. Ceux qui vont s'opposer à l'extension de l'accès à l'IVG, ceux qui vont s'opposer par exemple à l'extension de la parité qui est encore pas appliquée dans 70% des communes françaises. Peut-être que cesser de voter pour les gens qui
ne s'intéressent pas à ces sujets ou les méprisent, c'est un début. En gros, ce qu'on demande, c'est de maintenir la pression sur les élus et sur les politiques tout au long de la campagne, parce que c'est maintenant que ça se joue, c'est au moment des présidentielles et au moment des législatives qu'il faut agir. Après, c'est trop tard, parce que pendant 5 ans, les élus que vous allez choisir pourront tout à fait mettre en œuvre des politiques antiféministes, pourront tout à fait se livrer à des agissements parfois répréhensibles, puisque le plus souvent d'ailleurs ils seront couverts par leur immunité parlementaire. Donc il y a un vrai intérêt à s'en saisir tout de suite.